Bonjour à tous. Ah, il y a du monde, c'est bien, c'est sympa. Merci d'être présent pour cette table ronde sur la thématique le numérique au service de la QVCT, levier stratégique pour les établissements. Merci à la Fédération hospitalière de France pour nous donner l'opportunité de cette prise de parole. Selon le dernier rapport de l'OIT, publié le 28 avril dernier, les risques psychosociaux au travail coûtent chaque année 1,37% du PIB mondial et représentent 840 000 décès annuels liés aux maladies cardiovasculaires ou aux troubles mentaux. Si on rapporte ça à la France, ça fait 35 milliards d'euros de PIB. Et si on compare ça à la croissance sur les 4 dernières années qui est de 2,1%, ça nous coûte à peu près 64% de notre croissance. Donc en fait, aujourd'hui, traiter les risques psychosociaux et la QVCT, c'est un impératif économique, un impératif humain, mais c'est aussi un levier de stratégie pour retenir ses collaborateurs. On le verra juste après. Et la région Grand Est pour aborder ce problème à l'hôpital, suite à la Covid-19, en fait, avait lancé un programme qui s'appelait Hôpital Futur 1, qui a été financé par l'Europe par des fonds FEDER, qui a été confié dans son opération à BioVallée France pour sa mise en œuvre opérationnelle. Ça a été 9 projets pour 9 millions d'euros, focalisés justement sur cette QVCT. Et aujourd'hui, on va en revenir sur deux de ces projets avec deux de ces sociétés, avec Hicham Chehad d'Optaker et Mathilde Dalluin d'Arjomove. Donc, je vais commencer comme ça. Hicham et Mathilde, je vais vous laisser la parole pour vous présenter vous et vos entreprises. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Hicham Chehad, je suis cofondateur et président d'Optaker. En quelques mots, Optaker est un éditeur d'une suite de solutions sur le volet organisationnel pour les établissements de santé. Donc, on va en gros agir sur 3 objectifs principalement. Le premier, c'est comment redonner du temps aux soignants à travers la facilitation, comment faciliter les tâches de planification, de gestion des parcours patients, mais également de tout ce qui est, par exemple, approvisionnement des médicaments pour les pharmacies, etc. Deuxième objectif, c'est comment optimiser et fluidifier les parcours des patients, notamment dans les hôpitaux du jour. Donc être capable de réduire les délais de prise en charge des patients. Et troisième objectif, c'est in fine comment améliorer l'efficience de l'établissement de santé à ressources constantes, parce qu'on sait que les ressources sont malheureusement limitées, que ce soit les ressources financières et surtout humaines. Et donc c'est comment faire mieux avec ce qu'on existe, et tout ça à travers une meilleure exploitation des données. Et cette meilleure exploitation des données, elle est due surtout avec l'intelligence artificielle qu'on intègre dans nos 4 solutions qu'on utilise au quotidien dans les établissements de santé. Et donc une intelligence artificielle éthique souveraine, bien évidemment, mais c'est important de préciser, mais surtout qui est là comme un outil d'aide à la décision pour les soignants au quotidien. C'est-à-dire que chaque justement outil et chaque algorithme derrière est là pour justement guider le décisionnaire final, que ce soit médecin, cadre, chef de pôle, DRH, etc., dans la prise de décision, et non pas pour prendre la décision à sa place. Merci Hicham. Mathilde ? Bonjour à tous. Alors moi c'est Mathilde Dalluin, je suis chef de produit et ingénieure d'application chez Arjo. Arjo, c'est une entreprise qui conçoit, fabrique et commercialise pas mal de dispositifs médicaux comme les lits thérapeutiques, les surfaces thérapeutiques également, les baignoires thérapeutiques, les verticalisateurs, lève-personne, etc. On est pas mal présent à l'hôpital et en maison de retraite. Et en fait, chez Arjo, il y a quelques années, on s'est dit, en plus de concevoir, de fabriquer et de commercialiser nos produits, on souhaite aller plus loin pour nos clients et les accompagner véritablement après l'achat de matériel, pour s'assurer que le matériel que l'on vend soit bien utilisé. Et pour qu'il soit bien utilisé, eh bien, du coup, ça passe par la géolocalisation du matériel, pour pouvoir gérer son matériel d'un point de vue, donc, localisation, panne, maintenance, mais aussi avoir des statistiques d'usage, optimiser ses dépenses et voilà, acheter mieux. Et in fine réduire les TMS, puisque du coup on va savoir quel matériel a été utilisé pour quel résident et si c'est adapté à son profil de mobilité. Donc Arjomove, c'est vraiment une sphère globale qui va de la géolocalisation à la réduction des TMS pour s'assurer que le matériel soit bien utilisé quand on le vend.
Merci. Alors, on a beaucoup parlé technique pour l'instant et on va essayer de se focaliser sur l'humain parce que finalement, la QVCT, c'est beaucoup d'humains. Et j'aimerais qu'on revienne d'ailleurs là-dessus parce que quand vous êtes intervenu, vous, dans vos projets, que l'on va pouvoir aussi décrire parce que vous l'avez pas décrit complètement lorsque vous avez pris la parole, vous avez surtout vous avez répondu à un besoin du terrain. Donc, en 2 mots, quel était ce besoin et quelle était la charge des soignants avant votre intervention? On verra plus tard dans le déroulé comment ça se passe. Oui, alors pour répondre à ça, je vais donner l'exemple en effet de ce qu'on avait fait avec le CHRU de Nancy dans le cadre du programme Hôpital du Futur 1, piloté par BioVallée et la région Grand Est. Le besoin initial, c'était par l'équipe des urgences au CHU de Nancy, qui passe beaucoup de temps, bien évidemment, comme tous les établissements de santé, à vouloir anticiper les flux de patients qui arrivent aux urgences et derrière, surtout, être prêt, quelle que soit la période de l'année, à pouvoir absorber, entre guillemets, ce flux de patients. En tout cas, s'y être préparé, quel que soit le nombre de patients qui va arriver, que ce soit avec des pics sur certaines périodes parce qu'il y a des épidémies de grippe ou autres, ou alors des périodes un peu plus calmes, par exemple l'été, mais de l'autre côté avec moins de personnel disponible, avec les congés d'été, etc. Et puis derrière, c'est au CHU de Nancy, il y avait pas mal de sujets autour de plusieurs services souvent saturés en termes d'occupation des lits, notamment les services qui accueillent les personnes âgées. Et donc, tout ça dans le quotidien pour les médecins, les chefs de pôle, les chefs de service, ça représente, comme tu l'as dit Alain, une pression, mais surtout une charge mentale, bien évidemment, pour eux, pour qu'ils puissent, on continue, regarder comment, au mieux, adapter les ressources, encore une fois, humaines, matérielles, par rapport à la charge de soins, au nombre de patients, etc. Et donc, quand on a été sollicité sur le sujet, donc bien évidemment, on a passé pas mal de temps à comprendre un peu mieux le besoin, comprendre comment il faut au quotidien en termes de gestion de cette activité, d'anticipation des besoins en ressources, etc. Et nous, de l'autre côté, ce qu'on avait commencé à développer et on avait mis en place auparavant au centre hospitalier de Troyes, c'était un outil de prévision, mais que justement qu'on a poussé plus loin avec le CHU de Nancy en 2022. C'était en gros l'outil qui s'appelle Predict, basé sur l'IA, basé sur l'exploitation des données. Il va permettre de faire plusieurs niveaux de prévision. Un premier niveau, c'est de prévoir quel est le nombre de patients qui vont arriver aux urgences, et on peut aller dans la granularité pour savoir combien comment c'est réparti ce flux par âge, par sexe, par pathologie, etc. Et deuxième niveau, qui était le plus important pour les responsables du CHU de Nancy, c'est comment prévoir le nombre d'hospitalisations qui va venir des urgences, justement. Donc tout ce flux finalement de soins non programmés, qui est très difficile à prévoir et qui surtout va avoir un impact organisationnel sur les services aval en termes de saturation de lits, etc. Et donc l'idée, c'était de pousser encore plus ça en allant chercher les données des soins programmés à travers les DPI ou les GAM ou les logiciels de gestion de lits et être capable de se projeter sur les jours, les semaines, les mois à venir et de savoir quel est le taux d'occupation des lits dans chaque pôle, dans chaque service, dans chaque unité fonctionnelle et justement être en mesure, déjà d'être soulagé entre guillemets de cette recherche continue des lits disponibles dans tel service. Est-ce qu'on va être saturé? Est-ce qu'au mois de décembre, avec les épidémies de grippe qu'on a vécues ces 2 dernières années, est-ce qu'on va arriver à une saturation complète, éventuellement un déclenchement d'un plan blanc derrière, etc. Et donc du coup se projeter et être surtout capable d'anticiper ce qui va se passer et de pouvoir prendre des décisions sur éventuellement des sorties anticipées de patients. Surtout d'être capable de se dire, j'ai dans le même pôle des services qui sont un peu moins saturés, donc on pourra peut-être hospitaliser des patients qui vont arriver dans le service B au lieu du service A, faire un transfert d'un service de patients d'un service à un autre, etc. En tout cas, être préparé et avoir du coup une sorte d'outil d'aide à la décision qui accompagne les soignants justement au quotidien dans leur prise de décision sur la gestion de leur
de leurs ressources matérielles, mais également ressources humaines, parce que derrière tout ça, il faut être en mesure d'avoir le bon effectif en soignants, de telle catégorie de soignants, etc., pour répondre à la charge de soins. Et toi, Mathilde, c'est un tout autre sujet, hein, puisque c'était sur la mobilité des patients et la localisation du matériel, qui est une vraie chienlit dans les hôpitaux. Oui, c'est ça. La première grosse problématique, donc nous, c'était au CH de Bar-sur-Seine, à côté de Troyes. Et leur plus grosse problématique, c'était la localisation de matériel. Chaque année, donc la responsable des achats faisait un petit peu le bilan de ce qu'elle perdait ou de ce qui lui avait été volé. Et par exemple, elle perdait 15 fauteuils roulants par an, ce qui représentait à peu près 10 000 euros. Donc elle en avait marre de toujours racheter des fauteuils roulants. En plus de ça, elle perdait énormément de pousse-seringues parce que souvent les pousse-seringues partaient avec les ambulances et elle les retrouvait jamais. Il y avait pas mal en fait d'échanges comme ça d'équipements qui elle lui revenaient aussi, mais d'autres établissements et donc elle les perdait énormément. Donc dans un premier temps, elle souhaitait géolocaliser son matériel. Et dans un deuxième temps, elle souhaitait mieux objectiver ses besoins. C'est-à-dire que quand elle avait une demande d'une certaine aide technique dans un service, elle s'est dit oui, moi je veux bien vous en acheter un, mais j'aimerais voir quand même s'il y en a pas qui servent ailleurs et que je pourrais optimiser et réaffecter en interservice ou interétage. Donc elle souhaitait avoir une meilleure vision de ça. Et puis après, elle s'est rendue compte qu'il y avait aussi beaucoup de mise au rebut parce que c'était du matériel qui était stocké dans des lieux qui n'étaient pas du tout exploitables, un peu humides, etc. Et en fait, il ressortait rouillé après plusieurs mois ou plusieurs années. Donc, elle avait énormément de mise au rebut. Et enfin, à propos de la mobilité, comme beaucoup d'établissements, elle avait beaucoup de TMS. Donc beaucoup d'arrêts de travail. Et donc, elle souhaitait une solution qui puisse lui permettre de vérifier ou en tout cas d'analyser quel matériel était utilisé, s'ils étaient bien utilisés. Là, vous avez parlé des solutions, c'est tout beau, tout joli quand on les entend, mais la réalité, pour l'avoir vécu, parce qu'on vous a accompagné au niveau du Valais, la mise en place avec les hôpitaux, c'est pas aussi simple que ça. On a beaucoup d'humains. Et quels ont été les freins, quels ont été les promoteurs finalement qui ont permis de faire vivre ces expérimentations, puisque c'était des expérimentations. Aujourd'hui, ce sont des produits, mais c'était des expérimentations à l'époque. Et quels ont été l'accueil des équipes, parce que vous avez travaillé en pluridisciplinaire. Il y avait les informaticiens, les soignants, les médecins, etc. Donc, comment vous menez ce genre de projet lorsque vous êtes opérationnellement face à un hôpital qui vous demande une mise en œuvre de vos solutions? Alors, en ce qui nous concerne, ce qu'on fait globalement, la toute première étape, c'est de faire des ateliers de travail avec toutes les parties prenantes, justement, que ce soit les équipes métiers, mais également les équipes techniques de la DSI, etc. Pour qu'au moins tout le monde soit aligné sur les objectifs du projet, sur le périmètre de la solution, etc. Et surtout pour lever tout ce qui est verrou, on va dire, aux freins justement qu'on peut rencontrer à l'issue, une fois que le projet est lancé. Et un des premiers freins, justement, ça peut souvent, malheureusement, c'est l'accès à la donnée. Déjà, pour l'IA et pour le numérique, on a besoin des données. Et donc, pour accéder aux données, souvent, il faut faire connaître ou en tout cas être en contact avec l'éditeur qui détient le logiciel maître de la donnée, etc. Et puis être surtout en capacité de faire communiquer les deux outils, bien évidemment sous des flux sécurisés, avec le respect de la protection des données, etc. Une fois que c'est fait, derrière, on pousse plus loin, encore une fois, dans les ateliers métiers, pour qu'on puisse justement accompagner ce qu'on appelle la conduite du changement, mais plus du point de vue
Encore une fois, ça m'intéresse. Tu parles de conduite du changement. Ça, Oui. c'est un point sur lequel j'aimerais vraiment qu'on parle parce que souvent, quand on voit des solutions, c'est facile, c'est sympa. Quand on les voit mises en œuvre par un service ou un autre, on se dit bon, on voit la solution, ça a marché, ça n'a pas marché, on est content, pas content, mais il y a un vrai boulot en fait que personne ne voit, qui est la mise en œuvre. Et quand on monte ce genre de projet, comment vous deux, vous accompagnez les équipes, celui qui va porter le projet, qui va vouloir le mettre en œuvre pour que ça prenne dans ses équipes, pour que vous puissiez aussi avoir les informations nécessaires pour pouvoir le réaliser. Parce que une mauvaise mise en œuvre, c'est une mauvaise adhésion ensuite derrière et un mauvais retour des utilisateurs. Oui, je peux répondre tout à fait. Effectivement, l'adhésion, elle est difficile et ça commence par l'acceptation. Parce que d'abord, il faut il faut exposer le projet à tout le monde. Donc là, dans un premier temps, en tout cas pour nous, Arjo Move, on l'a présenté à la direction. Qui était vite convaincue parce que c'est la direction aussi qui a impulsé ce projet. Mais après, il faut le présenter aux soignants pour qu'ils l'entendent. Après, alors parfois c'est bien accueilli parce qu'il y a des soignants qui sont plus ou moins appétents pour les nouvelles technologies, pour le numérique, etc. Et parfois il y a un petit peu plus de nuances, mais ça je dirais, c'est connu et on l'avait anticipé. C'est-à-dire qu'il y avait des soignants qui qui étaient plus réfractaires parce qu'ils avaient peur que ça leur apporte une charge supplémentaire dans leur quotidien. Et donc ça, il fallait l'appréhender, c'était aussi le premier frein. Et puis après, il faut travailler avec le service informatique de l'établissement. Donc je dirais que nous, en tout cas, le service technique aussi. Donc en fait, il y a tellement d'acteurs au sein d'un établissement de santé que chacun a ses freins qu'il faut lever. Et donc pour ça, on l'a fait en plusieurs étapes. Nous, d'abord, on a déployé la solution au niveau de la direction. Et puis après, une fois qu'on s'est assuré qu'elle répondait bien à leurs besoins, leurs enjeux, et puis qu'on avait, je dirais, enlevé tous les bugs, les mini-bugs de la plateforme, là ensuite on l'a déployée à plus grande échelle au niveau des ergothérapeutes, des kinés, des cadres de santé. Puis ensuite, ils ont testé l'outil pour que ça s'adapte parfaitement à leurs besoins de soignants. Et puis ensuite, on l'a déployé encore à plus grande échelle à tous les soignants, tous les aides-soignants, les infirmiers, etc. Donc d'abord, il y avait l'acceptation et puis après l'adhésion. Et il y avait des promoteurs? Il y avait des promoteurs, donc notamment la responsable des achats du CH de Troyes, qui nous a énormément aidé dans ce projet puisque ça a été elle qui a été à l'initiative de ce projet dans le cadre de l'hôpital du futur, puisqu'elle a dû faire le constat des problématiques au départ, elle a dû évaluer des indicateurs clés pour pouvoir analyser la situation avant le déploiement et puis après le déploiement de la solution. Et puis après, faire la communication auprès des équipes soignantes, auprès de la direction des soins, etc. Même si nous, de notre côté, on a fait un gros travail sur ça, mais elle était vraiment en interne sur le terrain et au quotidien auprès d'eux. Et donc, elle a été vraiment très grosse promesse. Et de côté, Hicham, toi, c'était vraiment du numérique, mais qui est bouleversé finalement l'organisation du service des urgences et de son aval. Oui. Comment ça s'est passé? Oui, alors effectivement, déjà, moi je rejoins Mathilde sur les différentes étapes et je dirais, même après déploiement, il faut toujours faire cet accompagnement des soignants dans l'utilisation au quotidien, de notre outil ou des autres outils, bien évidemment, parce que c'est un travail à long terme qu'il va falloir continuer à mener, parce qu'il y a toujours des évolutions du logiciel, il y a toujours des remontées des besoins terrain qu'il va falloir nous qu'on intègre dans la roadmap, etc. En tout cas, un travail collaboratif qu'on mène avec les différentes parties prenantes, encore une fois. Et puis surtout, ce qui nous amène souvent à passer d'un sujet à un autre. C'est-à-dire, là typiquement, ils ont vu que ça leur apportait beaucoup de sérénité, en tout cas d'accompagnement dans la recherche de lits disponibles, dans l'anticipation des besoins en ressources, etc. Et tout de suite derrière, le premier réflexe, c'est que je connais en gros mon besoin en termes de ressources, et maintenant comment je peux faire au mieux pour planifier mes ressources humaines, que ce soit le personnel médical, non médical, pour répondre à tout ça.
Donc en fait, tout de suite, ça peut amener sur un deuxième, un troisième sujet, etc. Et toujours lié on revient toujours au même point, sur la qualité de vie au travail. Parce que la gestion derrière des plannings du personnel, etc., vous savez tous sans doute, c'est un travail qui est très chronophage. Et d'ailleurs, c'est un des sujets que tu traites aussi chez Optacare, justement dans cette QVCT. Exact. Tu as poussé l'IA plus loin sur Planning HR Planner, pardon, voilà, c'est ça. qui a été récompensé par l'ANAP, en tout cas qui a été salué par l'ANAP l'année dernière, il me semble, ici même d'ailleurs. C'est ça. En fait, et donc qui est complémentaire finalement. Ouais, on avait participé au challenge ANAP qui, en gros, consistait à mettre face à face des solutions qui sont basées sur l'IA contre des cadres qui font les plannings, on va dire à la main. Et justement, nous, dans la continuité de ce qu'on avait fait avec le CHU de Nancy, on avait mis en place la solution HR Planner qui permet d'apporter une optimisation, une automatisation des plannings des soignants, encore une fois que ce soit sur le personnel médical ou non médical, en tenant en compte tout ce qui est contraintes, soit collectives, soit individuelles, compétences, desiderata, restrictions, bien évidemment toute la partie réglementaire, etc. Et donc encore une fois, c'est d'apporter de la QVT à la fois pour le cadre qui passe beaucoup de temps sur la gestion des plannings et sur la replanification en continu, parce qu'il y a toujours des aléas, des perturbations, de l'absentéisme, etc. Mais également, les plannings vont agir sur tout ce qui est qualité de vie au travail pour le personnel, les agents. Ça, de différentes façons. Dans un premier temps, en intégrant leurs desiderata, mais surtout en agissant sur des plannings, ce qu'on appelle des plannings équitables. Alors ça peut être une équité sur la charge globale de travail, ça peut être une équité sur tout ce qui est pénibilité, tout ce qui est travail de nuit, tout ce qui est travail les jours fériés, les week-ends, etc. Donc tout ça, ça apporte vraiment entre guillemets, une sérénité, que ce soit dans la gestion des plannings, et surtout dans le fonctionnement au quotidien du service, à travers, encore une fois, des plannings qui respectent l'ensemble des contraintes et qui vont surtout, encore une fois, apporter une meilleure qualité de vie au travail. Et de ton côté, Mathilde, effectivement, c'était la responsable des achats qui était à l'origine du projet, mais ce sont les soignants qui s'en sont totalement appropriés aujourd'hui. C'est ce que tu me disais en préparation de cet élément-là, en particulier les ergothérapeutes. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça fonctionne aujourd'hui, ce que ça a changé finalement dans les services et les retours terrain que vous avez par rapport à cette solution qui était déployée? Déjà, d'un point de vue soignant, donc je dirais ergo, quand la responsable des achats a fait son constat des problématiques actuelles, elle s'est rendue compte que c'était les ergothérapeutes qui passaient le plus de temps à chercher le matériel, notamment les fauteuils roulants et les déambulateurs. Parce que c'est un hôpital local mais à visée plus gériatrique. C'est pour ça que du coup les déambulateurs et les fauteuils roulants remontent vite. Et donc les ergos passaient beaucoup de temps à chercher le matériel et ça engendrait de la frustration. Finalement, ils avaient l'impression de plus mettre le soin au cœur de leur métier. Et donc, du coup, grâce à la localisation, elle a divisé par 3 son temps de recherche. Puisque au départ, son constat, elle a évalué que ça représentait 16 heures cumulées par jour de recherche de matériel sur tous ses agents, sur ses 200 agents. Donc c'est énorme. Et donc là, elle a divisé par 3 son temps de recherche. Donc forcément, ça engendre moins de frustration chez les soignants. Et puis elle, de son côté, du côté des achats, eh bien, elle peut voir qu'est-ce qu'elle a comme type de matériel dans son établissement, combien, pour qui, quoi, et du coup réaffecter si jamais il y a une demande, il y a un besoin dans un service, réaffecter son matériel. Donc un exemple, il y avait un lève-personne qui était en salle de culte depuis des années. Et en fait, elle dit, je l'avais complètement oublié ce lève-personne. Et justement, au 2e étage, ils m'en ont réclamé. Donc elle dit, j'ai été prendre le lève-personne, j'ai été le mettre au 2e étage. Et ils étaient contents parce que d'un côté, j'avais la réponse tout de suite à leurs besoins. Et d'un autre, je leur ai prouvé que grâce au fait qu'on optimisait les dépenses, eh bien, j'allais pouvoir utiliser ces dépenses à meilleur escient
pour éventuellement leur offrir une nouvelle salle de soins ou un nouvel espace snooze Hélène ou une baignoire thérapeutique. Et donc les soignants, ils en ont pris conscience de ça. Ça, c'est important parce que dans un système qui est contraint économiquement encore plus à l'hôpital, dégager de la capacité financière, c'est essentiel. Surtout que de ce que j'entends, c'est qu'on la dégage pour pouvoir réinvestir dans l'hôpital pour que ça fonctionne encore mieux pour les soignants. Tant qu'on ne peut pas embaucher, au moins leur donner un espace de travail qui soit adapté. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, en fait, ce que j'entends derrière, c'est qu'il y a les 16 heures qu'ils perdaient, ils peuvent faire autre chose. C'est-à-dire plus de soins. Plus de soins. Plus donc les proches patients des aussi sont résidents. plus... Exactement. Et elle a dit qu'il y avait un impact direct sur la prise en soin des résidents. Et que ça se sentait. Et en plus de la QVT, il y avait la réduction des TMS, puisqu'en fait, elle sait quelles aides techniques sont entrées dans quelle chambre en fonction de la capacité physique du résident. Et donc, du coup, si c'est adapté. Donc, elle dit, si jamais j'ai un résident qui doit être levé au lève-personne et je vois qu'il a été levé au verticalisateur, c'est pas adapté à sa mobilité. Et le but, c'est de le mettre en lumière. Non pas pour pointer du doigt le soignant qui aurait mal fait, mais pour pointer un manque de formation, parce que peut-être que le soignant ne sait pas utiliser le lève-personne, donc il utilise le verticalisateur. Peut-être qu'il y avait plus de lève-personne dans le service ou pas assez et qu'il était déjà utilisé. Peut-être que effectivement ce résident finalement il faudrait adapter son plan de soins parce que l'évaluation elle est plus très bonne. Enfin, ça peut mettre en lumière plein de problématiques et c'est ça qu'elle avait envie de démontrer et c'est comme ça qu'on arrive à réduire le TMS, c'est utiliser le bon matériel pour le bon résident au bon moment. Alors, Hicham, mais aussi Mathilde, finalement les solutions que vous mettez en place permettent de retirer irritant est le mauvais mot parce que c'est des vraies douleurs au final qui étaient existantes mais dont les gens se sont juste adaptés parce que l'humain est comme ça. Aujourd'hui, j'imagine que si on leur enlève, ça va être la catastrophe, donc on va peut-être pas le faire. Mais finalement, comment vous avez arrivé à mesurer un retour sur investissement? C'est un peu compliqué à parler, mais comment ça a réorganisé le service finalement au niveau des urgences? Parce que c'est vraiment un endroit où il y a vraiment de l'attention, est-ce que vous voyez dans les services que vous avez accompagnés une rétention du personnel ou des gens qui viennent parce qu'ils savent que ça existe? Alors rétention, oui, ça existe toujours. Hein. Et c'est justement notre travail avec les responsables projets côté établissement de santé de faire ce travail pédagogique, de dire que l'outil est là pour les aider et non pas pour les remplacer déjà. Donc on essaye de faire pas mal de travail dans ce sens-là et de montrer, comme tu l'as dit Alain, le retour sur investissement qui peut être sur certaines solutions financières, mais nous, ce qu'on cherche d'abord avec l'hôpital, c'est le retour sur investissement, encore une fois, qualité de vie au travail, efficience du point de vue, comment améliorer la qualité des soins, comment améliorer le quotidien des soignants également. Et donc pour ça, on essaye de suivre du moment où on commence le déploiement et surtout post-déploiement, l'évolution des indicateurs. Donc des indicateurs à la fois qualitatifs, mais aussi quantitatifs. Ça peut être combien de temps on passait sur la recherche de lits, l'anticipation des besoins en lit, et combien de temps on passe aujourd'hui, et 6 mois après, ça devient combien grâce à l'IA, etc. Ça peut bien évidemment être sur je passais plusieurs jours, voire plusieurs semaines par mois pour gérer mes plannings, et donc là on passe à quelques minutes, voire après ça va être automatisé complètement parce que je commence à faire entièrement confiance à l'algorithme, etc. Tu utilises souvent le mot IA. Oui. IA aujourd'hui, ça peut faire peur. Oui, voilà. En fait, donc oui. Ça c'est un premier travail. Comment qu'on fait. Voilà. Ouais, c'est un premier travail qu'on fait, encore une fois, pour expliquer ce que je disais dans l'intro, pour dire l'IA, effectivement, ça fait peur, mais surtout pour dire que c'est un outil parmi tant d'autres et qui va surtout consister à les aider au quotidien
Et encore une fois, le mot final, ça leur appartient. Jamais l'IA va dire c'est un planning figé et on va l'appliquer tel qu'il est. L'IA ne remplacera pas la personne. On est bien d'accord. Dans ton système-là, l'IA, c'est un outil qui permet d'aller plus vite, d'être plus fiable, de pouvoir se dégager du temps, mais ça n'est pas un IA qui va remplacer un humain. Jamais l'IA va être mieux placée qu'un cadre pour savoir qui est la meilleure infirmière pour faire telle tâche, par exemple. Jamais l'IA n'est là mieux que le pharmacien qui va anticiper, parce que dans ces discussions avec les chirurgiens, par exemple, qui va dire, je sais que dans 3 semaines, on va changer de catégorie de DM, par exemple, etc. Enfin, tout ça, c'est des choses qui vont toujours appartenir à l'humain, mais c'est surtout, encore une fois, c'est cette réduction de temps à travers surtout l'exploitation d'un très grand nombre de données au quotidien. Quand on parle de gestion de stock pour les pharmaciens, par exemple. Ça, c'est un autre sujet, on abordera peut-être un petit peu après. Donc là, on a parlé pour toi, c'est tout ce qui est la prévision des arrivées aux urgences et la conséquence qui est le prévisionnel des emplois du temps des équipes des urgences et en aval avec la gestion des lits qu'aujourd'hui vous savez gérer et qui est un vrai bonheur a priori pour Nancy. Juste pour continuer là-dessus, aujourd'hui vous êtes installé dans plusieurs autres établissements et vous êtes référencé. On est référencé sur les centrales d'achat, donc UniAchat et Reza, les deux. Et effectivement, je te rejoins, c'est que le retour très positif du CHU de Nancy, ça nous a beaucoup aidé, et du CH de Troyes, parce que historiquement, ce sont nos clients historiques. Parce que ce que j'avais pas dit, c'est qu'on est basé à Troyes, dans l'Aube également, et c'est surtout grâce à ces finalement projets collaboratifs, ça nous a permis d'élargir les déploiements de nos solutions un peu partout en France. Donc on a un peu plus d'une 60aine d'établissements aujourd'hui clients sur nos différentes solutions. C'est une belle conclusion pour ce projet. Et on ira sur le 3e programme que tu as. Mathilde, de la même manière, en fait, Arjo Move, c'était Arjo au départ. On en parlera après, Arjo en général. Mais du coup, Arjo Move, c'était aussi un sujet que vous avez abordé par ce programme. Aujourd'hui, même question. Comment vous le déployez ailleurs? Comment vous pouvez le déployer ailleurs? Et est-ce que vous êtes sur cette solution-là référencé sur les centrales d'achat? Alors effectivement, on est référencé au Reza. Sur cette solution-là, c'est vrai que ça aide pas mal les clients à se sentir plus rassurés. Et puis dans le processus, c'est plus rapide de passer par une centrale d'achat. Et du coup, l'autre question, c'était d'autres établissements. D'autres établissements, effectivement. Alors tout type d'établissements, des hôpitaux, des maisons de retraite, des maisons d'accueil spécialisées, des centres unicancer, etc. ont vu le jour avec la solution Arjo Move. Sur la géolocalisation uniquement, ou bien même sur le géopilotage, donc savoir quel matériel est entré dans quelle chambre du résident. Et puis là, on est en train aussi d'ouvrir Arjo Move à d'autres problématiques pour pouvoir répondre notamment à la gestion des chutes, qui est une grosse problématique dans les établissements de soins. Donc ça s'inscrit dans la sphère d'Arjo Move. On est en train de voir aussi pour gérer la fugue des résidents, qui est aussi un gros sujet, et puis tout ce qui est inventaire RFID, etc. Et le tout en accompagnant nos clients sur des volets de formation, des formations PRAP2S, des formations d'ateliers auprès des soignants pour les aider à mieux évaluer le profil de mobilité des résidents et mieux évaluer qu'est-ce que j'utilise avec quel type de résident. Et un volet audit pour vraiment auditer les établissements et avoir une cartographie de tout son matériel et ses équipements en termes de maintenance, de panne, etc. On va bientôt arriver sur la fin, donc on va faire une ouverture. Hicham, je te disais, je t'avais coupé juste avant quand tu parlais de la pharmacie, parce que ça, c'est un projet qui est encore aujourd'hui, on va dire, en stade de développement, innovation, quasiment finalisé, puisque il va être déployé de manière opérationnelle à la rentrée de septembre sur un gros CHU à Strasbourg.
On est toujours sur des dégâts. Si tu as deux mots pour nous en dire, parce que on revient toujours sur la même histoire. Hein. Il y a une charge mentale qui est relativement importante. Il y a des complications parce qu'il y a énormément de données à tenir compte. Et en fait, tu vas venir simplifier ce système-là pour laisser à l'humain la gestion de la chose la plus complexe qui soit, dont il est le seul finalement à être en capacité de pouvoir répondre, mais en lui redonnant du temps pour avoir le temps de pouvoir répondre à cette problématique-là. Oui, effectivement, pour l'activité d'approvisionnement ou de réapprovisionnement pour un pharmacien dans les hôpitaux, déjà il y a différentes problématiques, des problématiques de rupture de stock sur certaines références. Et en France, on parle de environ 5000 références sous tension et sous risque permanent quasiment d'être en rupture de stock, etc. Deuxième problématique, c'est qu'on peut se retrouver souvent, malheureusement, avec du surstock. Parce que, naturellement, pour éviter les ruptures de stock, on va stocker, sauf qu'il y a... Comme les masques pour la Covid. Oui, voilà. Entre autres, hein, mais ça peut être des médicaments, des antibiotiques, ça peut être DDM finalement, parce que les opérations annulées, etc. Donc, on peut se retrouver avec un surstock qui a un impact financier très significatif, souvent très très important, on le voit, et un impact environnemental également. Un impact environnemental doublement parce que un impact avec ce surstock et un impact environnemental lié à cette activité logistique parce que justement, encore une fois, pour éviter les ruptures, on va peut-être passer de nombreuses commandes sur une année. Alors qu'avec une meilleure exploitation des données, on est capable de limiter le nombre de commandes, etc. Toujours en assurant une continuité des soins. Tu peux nous donner les prémices de ce que vous avez déjà pu estimer sur, sur Strasbourg? Ouais, sur Strasbourg. Alors, sachant que le sujet est toujours, on l'avait commencé avec le CHU de Nancy. Et on l'a poussé effectivement, comme tu l'as dit Alain, très loin avec les US, donc le CHU de Strasbourg, notamment avec l'équipe des pharmaciens et surtout Dr Raphaël Pasmar, qui intervenait ce matin avec la DGOS pour parler de ce qu'on avait fait avec lui. En gros, pour vous donner une idée, pour un pharmacien, notamment aux US, on a environ 4000 références à gérer de médicaments, de DM, etc. Donc vous imaginez le très grand nombre de données à exploiter, à surveiller en permanence les niveaux de stock, être capable à tout moment de déclencher la commande pour ne pas être en rupture, etc. En même temps, encore une fois, la pression d'être en rupture parce que finalement le risque c'est de pouvoir reporter des interventions, etc. Et donc ça finalement juste peut-être parce que le temps va courir, juste un pourcentage de gain ou de chiffre. On a réussi à déjà réduire en moyenne environ 30% le nombre de commandes sur une année. Donc un impact encore une fois financier mais environnemental, et puis une réduction des coûts logistiques. Et là, alors ça variait entre les références. C'est pas le même pourcentage de réduction des coûts logistiques, mais ça variait entre 5-10% pour certaines références, mais ça pouvait aller jusqu'à 40-50% des coûts logistiques sur d'autres références. Et donc quand vous multipliez ça sur les 3000 ou 4000 références différentes, ne serait-ce que si ça apporte des centaines d'euros ou de quelques milliers d'euros d'économies par référence sur une année complète, quand vous multipliez ça par l'ensemble des références, ça peut chiffrer très vite. Et donc un ROI financier très très intéressant pour l'établissement, mais surtout un ROI, encore une fois, un gain de temps énorme et une sérénité pour les pharmaciens dans la gestion quotidienne. Tu fais, grosso modo, Optacare fait gagner du temps aux soignants, soulage des tâches qui sont complexes et répétitives pour redonner du temps aux soignants pour soigner, tout en faisant gagner de l'argent à l'hôpital. Exact. Donc, ce qui autofinance au minima les solutions que tu proposes. On a les mêmes points communs au niveau des soignants, et je rajouterais même au niveau du technique, ça permet aussi d'avoir 100% des maintenances obligatoires annuelles réalisées sur le matériel. Et ça, on les oublie parce que on pense tout de suite aux soignants qui recherchent le matériel, etc. Mais les techniciens, ils sont dans le même cas de figure. Et parfois, il y a du matériel qui n'est pas vu sur une ou plusieurs années,
faute de trouver le matériel. Et donc maintenant, cette responsable des achats, elle me dit, je peux garantir que 100% de mon matériel a bien été vu en maintenance. Et donc c'est plus de sécurité aussi pour le soignant, mais aussi pour le résident. Et ça, dans le cadre de Arjo, qui est plus large que Arjo Move. Dans le cadre d'Arjo Move, oui, tout à fait. Oui, et Arjo aussi fait d'autres choses, parce que Arjo Move, c'est toute la partie mobilité, mais Arjo, c'est aussi... Arjo, c'est aussi toute la partie mobilité, mais autour des produits finis, je dirais. Là, on a une identité digitale à part, mais sinon, on a toute cette gamme de produits, effectivement, et on peut réaliser les maintenances des dispositifs. Et donc, ça nous sert aussi à nous, en interne, quand un établissement a installé Arjomove, puisqu'au moins l'ensemble de nos techniciens peut retrouver le matériel, surtout pour des techniciens qui ne connaissent pas par cœur l'établissement et qui ne savent pas précisément tous les matériels qu'ils ont et où est-ce qu'ils se situent. Alors, le temps file, on va devoir s'arrêter. En tout cas, je voudrais vous remercier pour vos 2 rétex à vous. Il y a une chose qui est à noter, c'est que vous avez des solutions qui sont des solutions du numérique, mais en fait, la réalité, au final, c'était un besoin d'organisation QVCT de soignants. Vous êtes allé plus loin à partir de ce programme qui a été financé, je le rappelle, par la région Grand Est et le FEDER. Vous êtes allé plus loin et en fait, vous êtes allé vers d'autres projets, toujours dans cette idée, effectivement, de pouvoir soulager le soignant et d'avoir un ROI sur les projets. Une chose que j'ai notée qui est vraiment importante, c'est que dans tous les cas, il faut qu'il y ait à l'intérieur de l'hôpital quelqu'un qui porte le projet. Sinon, ça ne marche pas. Souvent, c'est pluridisciplinaire. Et par contre, vous savez gérer la pluridisciplinarité, comme d'ailleurs beaucoup de nos intervenants, parce qu'il y a eu 9 projets au total, ont tous eu la même situation. Il faut pouvoir effectivement avoir un pilotage de plusieurs organismes, de plusieurs départements entre eux, qui est pas toujours simple. Je vais m'arrêter là. Je rappellerai juste que Optacare, vous avez un stand. C'est le numéro O63, si je ne me trompe pas. Arjo, vous êtes là en visite. Donc, si vous voulez voir Arjo, n'hésitez pas. Mathilde est encore là et elle reste sur place, il n'y a pas de souci. Et Biovolet France pour découvrir en fait le programme Hôpital du Futur 2 qui était sur toute la partie climatique et transition écologique. Nous sommes sur le stand B10. Et je peux déjà vous dire que le 2 juin, la vice-présidente vice-présidente santé de la région Grand Est fera une annonce sur le lancement des communautés des hôpitaux du Grand Est, qui sera opéré par Biovolet France. Et on l'espère peut-être avec des annonces sur un futur programme Hôpital du Futur 3, donc, dont la thématique est en gestation, mais sera sans doute autour du numérique. Je vous remercie tous pour votre présence. Merci pour votre écoute. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, les intervenants sont encore là. Merci. Un grand merci. Merci.